Charlotte Cobel, secrétaire d'État en charge de l'enfance. Madame la ministre, la feuille de route dressée par le défenseur des droits est ambitieuse. On est à votre écoute. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Monsieur le sous-préfet, monsieur le défenseur des enfants. Je pense que c'est bien si on peut écouter la ministre, monsieur. Le message est bien passé. Merci. Merci, monsieur. Monsieur le sous-préfet, monsieur le défenseur des enfants. Monsieur, écoutez, là, je pense que, en fait, vous avez un message, c'est bien, mais on est nombreux à vouloir écouter la ministre, en fait. Mais vous... Oui, mais là, vous n'êtes pas dans le dialogue, en fait. Merci, monsieur. Monsieur le sous-préfet, monsieur le défenseur des enfants, monsieur le maire, monsieur le président du CNAEMO, cher Salvatore, mesdames et messieurs les partenaires des assises, mesdames et messieurs. Monsieur le président, lorsque nous nous étions rencontrés à Paris il y a quelques mois, nous avions pris date pour nous retrouver aujourd'hui à l'occasion de ces assises. Je vous avais indiqué mon intérêt, je dirais mon attachement à l'AEMO, cette mesure si structurante, si cardinale pour la protection de nos enfants. Et donc mon attention aux professionnels qui la mettent en œuvre. Ce n'est donc pas avec courage, et certainement pas non plus avec inconscience, mais avec un sentiment d'honneur et de grand plaisir que je suis ici aujourd'hui pour dire quelques mots pour clôturer vos belles assises, ces 43e assises du CNAEMO. Mais peut-on clore des travaux dont on m'a rapporté depuis mercredi l'engagement, l'ambition et la richesse? Ces assises constituent chaque année, en effet, un espace unique d'échange, de débat entre des acteurs engagés pour la protection des enfants. Ces assises offrent une scène impressionnante, je le confirme, pour écouter la voix des enfants. Et je sais que la présentation du film documentaire réalisé par les professionnels de l'aide sociale à l'enfance a été un temps très fort. Et j'ai encore un peu d'émotion, comme vous tous, devant la performance à laquelle nous venons d'assister. Je partage les valeurs qui fondent l'action du CNAEMO. Je partage la conviction, monsieur le défenseur, que nos politiques publiques pour l'enfance doivent s'attacher aux personnes et non aux populations. Je partage la conviction qu'il faut appréhender chaque enfant dans son individualité, dans sa totalité, ce qui suppose des politiques transversales. C'est bien le sens qu'il faut donner à mon rattachement à la Première ministre, l'interministérialité que je porte est précisément ce qui donne chair aux politiques pour nos enfants. Je partage aussi la conviction que le gouvernement n'a pas la main sur tout et qu'il doit faire et qu'il doit apprendre à faire avec des associations, des professionnels, des collectivités territoriales très engagées sur cette politique publique. Je le dis souvent, personne n'a le monopole de l'enfance, tout le monde en a la responsabilité. Je ne m'aventurerai pas, donc, à mettre un point final à ces journées qui, je le sais, constituent chaque fois le point de départ de réflexion et le point de départ de nos actions collectives et individuelles. Je tenterai plutôt d'inscrire mon propos en complémentarité de vos travaux pour rendre compte de l'action gouvernementale et esquisser quelques perspectives. Vous avez choisi de consacrer ces 43e assises aux violences intrafamiliales avec un titre qui résonne comme une injonction. Violence intrafamiliale, la libération de la parole, point d'exclamation. Oui, nous avons tardé à écouter cette parole. La mobilisation aujourd'hui contre les violences intrafamiliales est réelle. Suffisante? Certainement pas. Réelle, c'est certain. Le programme même de vos journées l'atteste. Longtemps, les violences intrafamiliales désignaient en pratique longtemps, il y a quelque temps, parce que ça ne fait pas si longtemps que ça, désignaient en pratique les seules violences conjugales. Longtemps, les enfants étaient considérés comme des témoins de ces violences, peut-être comme des victimes collatérales. Aujourd'hui, enfin, ils sont reconnus, y compris par la loi, comme des victimes à part entière de ces violences intrafamiliales. Dans le cadre des violences conjugales, il faut dire que les chiffres montrent combien les enfants sont exposés. 8 femmes victimes de violences conjugales sont aussi des mères. Et par là, on reconnaît maintenant le statut de victime directe
aux enfants témoins de ces violences. De 40 à 60% des enfants, selon un rapport du Haut Conseil à l'égalité, témoins de violences conjugales sont aussi victimes de violences physiques. Mais il ne faut pas circonscrire le combat des violences faites aux enfants au seul combat des violences faites aux femmes. En effet, les données sont aussi édifiantes qu'insupportables. Un enfant est tué par l'un de ses parents tous les 5 jours, nous rapporte une mission d'inspection en 2018. 33 000 et quelques enfants ont été victimes de violences physiques dans un cadre intrafamilial en 2020, pour ce qu'on en connaît évidemment. Et évidemment, on ne saurait parler des violences intrafamiliales sans rappeler ce que nous livre, dans ses conclusions intermédiaires, la Ciivise. Et je sais qu'Arnaud Gallet a fait une intervention qui a dû être absolument saisissante. 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France, au moins pour ce qu'on en connaît. Dans le cas de l'inceste, lorsqu'un enfant a confié à un tiers ces violences, ce confident n'en a rien fait 4 fois sur 10. C'est évidemment des chiffres totalement édifiants. Ces données sont fragmentaires, elles n'épuisent pas le réel. Leur complexité appelle la construction d'une vision globale. C'était l'objet du séminaire de travail organisé par Santé publique France le jeudi 30 mars dernier, qui a réuni chercheurs, médecins, juristes, magistrats, pour faire progresser notre connaissance des violences intrafamiliales. Mais il nous faut aussi surtout adopter le point de vue des professionnels qui sont confrontés avec les enfants et par les enfants aux violences intrafamiliales. Il nous le faut pour mesurer à quel point elles font partie du quotidien des professionnels que vous êtes de la protection de l'enfance. Du repérage des signes de souffrance au recueil de la parole, des mesures de protection, aux mesures d'accompagnement et de soins des enfants victimes, aux mesures de réparation de la famille. C'est que la libération de la parole de l'enfant met à l'épreuve les fonctionnements, les organisations et les pratiques professionnelles. Je crois que ces assises ont démontré une nouvelle fois les dilemmes auxquels vous êtes, professionnels, confrontés. D'abord, le rapport tourmenté de l'enfant à sa parole. L'enfant, au départ, a besoin de porte-parole qui sont ses parents, mais qui ne peuvent pas toujours être son porte-parole. Que se passe-t-il quand sa parole lève le secret partagé? Comment, en tant que professionnel, se situer face à une parole où l'on entend la honte ou la crainte de ne plus être aimé par ses parents? S'agissant de l'inceste, comment le travail éducatif peut-il accompagner l'enfant qui, à ses yeux, devient coupable d'avoir parlé? Le parent qui n'a pas vu ou qui n'a pas cru? Le parent accusé, mais finalement non reconnu coupable? Le parent qui n'est pas cru? Les violences familiales exposent le travailleur social à la cellule familiale et à ses dynamiques complexes, souvent, parfois toxiques. Il a à cœur d'en identifier les ressorts, tout en restant un tiers au conflit sous-jacent. Comme l'a déterminé, je crois, l'une des interventions, la liste des questionnements éthiques et professionnels est très longue. À ce stade, je mesure, mais il me faut aussi souligner la responsabilité qui est la vôtre, à vous, travailleurs sociaux en milieu ouvert. Les violences intrafamiliales commises entre adultes ou sur les enfants s'imposent de plus en plus comme une des causes majeures de placement, dans un moment où le placement lui-même est contesté. Il a toujours été contesté, mais il est à nouveau fortement contesté. Dans un moment aussi où certaines situations familiales, dans l'actualité, nous l'ont montré, certaines situations exigent un aller-vers complexe. Ce constat appelle une vigilance particulière de tous pour éviter qu'au drame de la violence succède trop vite le drame de l'éloignement du domicile et de la séparation. Le placement, vous le savez, n'est qu'une modalité de prise en charge. L'action en milieu ouvert demeure le fer de lance de la protection de l'enfance parce que c'est une actrice majeure de la prévention et de l'accompagnement. Je sais à quel point la crise sanitaire a pu déstabiliser l'action en milieu ouvert, mais je sais aussi que l'éducateur en milieu ouvert doit avoir conscience de la place centrale qu'il occupe à chaque étape du parcours de l'enfant, y compris quand il y a placement. C'est évidemment le sens des mesures portées par le gouvernement pour évincer le conjoint violent ou suspendre ses droits de parents,
C'est le sens aussi des travaux sur les organisations qui, au sein des juridictions, doivent faciliter l'échange d'informations entre le procureur, le juge pénal, le juge aux affaires familiales et le juge des enfants. On a souligné parfois les contradictions de ces interventions et en quoi ça pose énormément de difficultés. C'est tout l'enjeu de notre capacité, dans un cadre administratif ou judiciaire, à renforcer les suivis lorsque les familles connaissent une crise. Mais s'il faut être prudent, c'est le sens, même s'il faut être prudent, pardonnez-moi, c'est le sens des outils de médiation familiale offerts aux juges des enfants. La Première ministre a mis la lutte contre les violences faites aux enfants en priorité numéro 1 du Conseil interministériel de l'enfance qu'elle a tenu au lendemain de la très belle journée du 20 novembre dédiée aux droits des enfants. Je souhaite vous rappeler que le gouvernement, depuis, avant bien sûr, mais depuis, met en place pour lutter contre ces violences intrafamiliales, plus précisément exercées sur les enfants. Nous en avons tous conscience, et j'en suis sûre, vous plus que d'autres, il nous faut interpeller tout le monde, tous les adultes, pas simplement les professionnels qui entourent les enfants, le grand public, sur l'horreur des violences sexuelles et de l'inceste. Je travaille donc, à la demande de la Première ministre, à une nouvelle campagne choc que j'aurai l'occasion de dévoiler courant juin. Cette campagne est essentielle, elle doit toucher le public, comme chaque année les campagnes touchent le public sur la sécurité routière. C'est cette ambition qui est aujourd'hui la nôtre. Il nous faut aider l'ensemble des professionnels qui travaillent auprès des enfants. Je ne parle pas de vous qui êtes formés à ces problématiques de protection de l'enfance, mais tous les professionnels, que ce soit des coachs sportifs, aux professeurs des écoles, en passant par des professeurs de musique, tous doivent être formés aujourd'hui ou accompagnés lorsqu'il y a une suspicion qui s'ouvre à eux et qui leur est révélée par les enfants ou qui leur est révélée par le comportement des enfants. C'est la raison pour laquelle nous ouvrirons dans l'année une plateforme d'écoute et d'orientation dédiée à toute personne professionnelle qui accompagne ces enfants. Il nous faut aussi assurer une culture commune s'agissant du repérage des violences sexuelles et de leur écoute. À cet effet, à partir du court-métrage Mélissa et les autres que vous avez peut-être déjà vu et du livret de formation élaboré par la Civise, nous travaillerons à un plan de formation interinstitutionnel. Ces supports ont déjà été intégrés à la formation des personnels de santé hospitaliers et libéraux. Ils sont très largement diffusés au sein des réseaux d'éducateurs sportifs. Enfin, j'irai bientôt les présenter aux futurs chefs d'établissement et inspecteurs d'éducation nationale. Tout le monde doit acquérir cette culture du repérage et de la lutte contre les violences faites aux enfants. Vous le savez, vous les connaissez certainement, les unités d'accueil pédiatrique des enfants en danger continuent à gagner en surface et en profondeur. Nous en connaîtrons une par département d'ici la fin de l'année. Nous créerons aussi 20 structures supplémentaires dans les territoires les plus denses en population mineure. Ce sont là quelques mesures que j'aurai l'occasion de détailler à la faveur d'un nouveau plan de lutte contre les violences faites aux enfants qui prendra le relais du plan dont a parlé Éric Delmar. Ces mesures ne se substituent pas à votre travail et à votre expertise, mais ont vocation à ne pas vous laisser seuls face à ces violences. À nouveau, je tiens à vous dire le plaisir qui est le mien d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai bien entendu votre délicate interpellation à mon arrivée et la nouvelle au début de mon discours. Elle rejoint, je le sais, de nombreuses interrogations, de nombreuses incompréhensions, de nombreuses lassitudes dans l'exercice de vos métiers et de vos missions. Vous pouvez compter sur mon engagement avec l'ensemble des ministres du gouvernement pour porter votre parole dans l'ensemble des discussions et des travaux qui sont faits sur l'attractivité des métiers. C'est en tout cas la mission que je fais au quotidien et j'ai aussi un certain nombre de projets pour ne pas vous oublier et faire en sorte de mettre en valeur le formidable métier que vous exercez, les formidables missions qui sont indispensables et les formidables enfants que vous accompagnez qui sont trop souvent oubliés. Mais je sais pouvoir compter aussi sur le défenseur pour les mettre en valeur et ne pas les oublier. Je tiens, pardonnez-moi pour finir, à saluer l'engagement du président Stella. Monsieur Stella, ce sont vos dernières assises comme président. Je ne vais pas trop insister parce que je crois que vous aurez une émotion et que je la partagerai, ça serait un petit peu évidemment ennuyeux. Elles vous doivent beaucoup. Elles vous doivent ce supplément d'âme qui vous accompagnera dans vos nouvelles fonctions comme directeur général de la protection de l'enfance dans les départements de l'Ain.
Bon vent, cher monsieur Stella. Merci pour ce que vous avez fait, merci pour ce que vous ferez. Merci à vous. Merci, Madame la Ministre. Merci d'avoir eu un mot pour les travailleurs sociaux qui, en effet, sont en difficulté dans leur métier.